Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document assez singulier. Oui, très particulier. C'est la transcription d'une conférence qui décortique un hadith, une parole attribuée au prophète Mahomet. Et le sujet, c'est un conseil d'une simplicité. Presque déroutante. Exactement. Un homme vient, il demande un guide pour sa vie, la clé pour bien faire, et la réponse tient en deux mots. Ne te mets pas en colère. C'est ça qui est frappant. Pas une longue liste de commandements, pas un traité de philosophie, non. Juste cette phrase, répétée plusieurs fois en plus. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi un conseil aussi court est présenté comme un pilier fondamental pour une vie réussie. Presque comme une clé universelle. C'est ça. C'est fou de penser que cette sagesse ancienne contient peut-être l'essence de ce que des dizaines de formations en développement personnel, qui coûtent souvent très cher, essaient de nous apprendre aujourd'hui. Ah oui, sur la gestion des émotions, l'intelligence relationnelle. On voit passer des titres comme «L'art de gérer les problèmes» ou «Comment trouver la joie», et tout semble se ramener à ça. Alors, essayons de comprendre. Qu'est-ce qui rend ce conseil si puissant? Pour bien saisir la portée, il faut revenir au contexte, qui est lui-même d'une grande sobriété. Un homme s'approche, il dit « Conseille-moi ». Simple, direct. Il n'y a pas de mise en scène. Hmm. C'est une demande existentielle, quoi. Et la réponse est tout aussi directe. Ne te mets pas en colère. Hmm. La source nous dit que l'homme a répété sa demande, pensant peut-être, Qu'il manquait quelque chose. voilà, qu'il n'avait pas bien entendu. Ce que je peux comprendre, hein. Si je demandais le secret d'une vie réussie et qu'on me répondait ça, ma première réaction serait de dire «D'accord, et ensuite?» C'est tout. Ouais, c'est tout. On s'attend à, je sais pas, un plan, 10 points, un truc complexe. Et c'est là toute la subtilité. La répétition de la même réponse, ce n'est pas un refus de donner plus. C'est une manière d'insister, de dire que la maîtrise de ce seul point, C'est la base. c'est la fondation de tout le reste. C'est comme si le prophète lui disait « Crois-moi, si tu parviens à appliquer uniquement cela, tu auras résolu l'essentiel de tes problèmes. » La source suggère que c'était un diagnostic personnalisé. Ah d'accord. Pour cet homme-là, à ce moment-là, la colère était la porte d'entrée de tous ces autres maux potentiels. C'est donc moins un conseil universel qu'un traitement ciblé. Il a identifié la faille dans ce système et hop, il lui a donné l'antidote. Précisément, et ce qu'il confirme, c'est une autre version du récit qui précise ce que l'homme a dit plus tard. Il aurait dit « J'y ai réfléchi après coup et j'ai compris que la colère est vraiment la source de tout mal. » Il a fait le lien lui-même. Oui, il a réalisé que ses mauvaises décisions, ses paroles blessantes, ses regrets, tout partait de là. Le conseil visait donc la racine, ce que le texte appelle joliment l'origine de tout le mal. En coupant cette racine, tout l'arbre du mal s'assèche. D'accord, l'idée de s'attaquer à la cause première est très claire. Mais ça m'amène à une question plus fondamentale, et je vois que la conférence l'aborde de front. Est-ce que c'est seulement possible de ne jamais se mettre en colère? Bah oui, C'est une émotion humaine, quoi. On ne choisit pas de la ressentir, pas plus qu'on ne choisit de ressentir de la joie ou de la tristesse. C'est un peu comme demander à quelqu'un de ne plus jamais avoir soif, non? c'est la question cruciale, et la réponse n'est pas du tout un appel à devenir un robot sans émotion. Pas du tout. L'analyse proposée dans la source explore deux niveaux d'interprétation, qui sont complémentaires. D'accord. Le premier niveau, c'est le plus pragmatique. C'est la gestion de crise, on va dire. C'est-à-dire? Il s'agit de ne pas agir sous le coup de la colère. L'émotion peut jaillir, c'est un fait. C'est une réaction chimique, presque un réflexe. On ne la contrôle pas. Non. Mais ce qui se passe entre le moment où l'émotion naît et le moment où elle se traduit par une parole ou un acte, cet espace-là, ça, c'est notre zone de contrôle. Ah oui. Le conseil serait donc, laisse la vague de colère monter si elle doit monter, mais ne la laisse pas prendre le gouvernail, n'agis pas, ne parle pas, ne prends pas de décision tant qu'elle est là. On a tous connu ça. Ce moment où on envoie un email un peu sec tard le soir et on le regrette dès le réveil en se disant « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» C'est exactement cette impulsion que la source cherche à court-circuiter, si je comprends bien. C'est exactement ça. La conférence, elle insiste lourdement là-dessus. Une décision prise sous l'empire de la colère est presque toujours une mauvaise décision. Toujours. Elle mène au regret, à la rupture, à la perte. Le premier sens du conseil, c'est donc ça. Créer un coupe-circuit entre l'émotion et l'action. Attends que ton toit rationnel et calme revienne aux commandes. D'accord. Et le deuxième niveau d'interprétation, j'imagine qu'il est moins dans la réaction et plus dans l'anticipation. Tout à fait. C'est l'approche préventive, le traitement de fond. Là, il s'agit de cultiver activement les qualités qui sont les antidotes naturels à la colère. La source en énumère plusieurs. La clémence, la patience, le pardon, la douceur, l'humilité, la générosité. Tout un programme? L'idée, c'est que la colère est comme un feu, tu vois. Elle a besoin de combustible pour prendre. Ces qualités, elles, sont comme de l'eau.
Si tu imbibes le bois de ses vertus, le feu aura beaucoup plus de mal à démarrer. C'est une bonne image. Une personne naturellement patiente et humble ne s'offusquera pas d'une remarque qui ferait exploser quelqu'un d'orgueilleux et d'impatient. C'est une distinction essentielle entre l'action et la prévention. Mais j'imagine que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face à ça. Certains s'emportent pour un rien, d'autres sont de vrais stoïques. Est-ce que la source en parle? Est-ce qu'elle dresse des profils, en quelque sorte? Absolument. Et c'est un des passages les plus éclairants de la conférence. Elle propose une typologie très fine, une sorte de grille d'auto-évaluation en 4 catégories. C'est pas juste colérique ou calme, hein, c'est plus nuancé. Ah, ça m'intéresse. Tout repose sur 2 axes, la vitesse à laquelle on s'emporte et la vitesse à laquelle on se calme. D'accord, je suis curieux de voir où je me situe là-dedans. Bon, le premier profil, présenté comme le pire, c'est celui qui est rapide à se mettre en colère et lent à se calmer. Le combo perdant. Voilà, c'est la personne qui s'enflamme pour un rien et qui rumine sa rancœur pendant des jours, voire des semaines. C'est le profil le plus destructeur pour soi comme pour son entourage. La conférence utilise une analogie populaire assez savoureuse. On dit d'une telle personne qu'elle s'enivre avec un seul grain de raisin sec. C'est une image très parlante. Une provocation minuscule suffit à déclencher une réaction disproportionnée et durable. C'est la personne qui vous en veut encore 6 mois plus tard pour une place de parking. C'est ça. À l'opposé total, on a le deuxième profil, l'idéal à attendre. Celui qui est lent à se mettre en colère et rapide à se calmer. Le sage. Le sage, voilà. C'est la personne qui a une très grande tolérance, qui ne se laisse pas facilement atteindre. Et même si on réussit à la pousser à bout, elle pardonne vite et passe à autre chose. C'est le modèle de la clémence et de la maîtrise de soi. Et j'imagine qu'entre ces deux extrêmes, il y a des profils mixtes, plus courants peut-être. Exactement. Le troisième, c'est rapide à se mettre en colère, mais aussi rapide à se calmer. C'est le profil impulsif, sanguin. Le coup de sang. Voilà. Il peut s'emporter violemment, mais 1 heure après, il est passé à autre chose, sans rancune. C'est le collègue qui peut s'enflammer en réunion, mais qui, un peu plus tard, vient vous voir avec un café en disant «Désolé, je me suis un peu emporté tout à l'heure», et c'est sincèrement oublié. Son bon côté compense en partie son mauvais côté. On en a connu tous. Et le dernier? Le quatrième est l'inverse, lent à se mettre en colère, mais aussi lent à se calmer. Ah, le rancunier. Le rancunier discret. C'est la personne patiente qui encaisse beaucoup, qui prend sur elle. On peut la croire imperturbable, mais le jour où la limite est franchie, c'est fini. La blessure est profonde et la rancune est tenace. Sa grande qualité, la patience, est presque annulée par sa difficulté à pardonner. C'est une grille de lecture super intéressante. Oui, parce qu'elle nous montre que la gestion de la colère n'est pas juste une question de fréquence, mais aussi de durée et d'intensité. C'est très clair. Une fois qu'on a à peu près identifié son profil, la question qui vient, c'est d'accord, mais je fais quoi concrètement quand je sens la moutarde me monter au nez? Et je vois que la source est très pragmatique, elle propose une sorte de trousse de premier secours. Oui, ce sont des remèdes prophétiques, des actions concrètes pour désamorcer la crise. Le premier est de faire ses ablutions, le wudu, c'est-à-dire se laver le visage, les mains, les avant-bras et les pieds avec de l'eau. Intéressant ce lien entre le physique et l'émotionnel. C'est l'idée d'une douche froide pour les idées en quelque sorte. Un choc thermique pour calmer le jeu. C'est exactement ça. La logique symbolique, c'est celle qu'on a déjà évoquée, la colère est un feu, l'eau l'éteint. Mais au-delà du symbole, c'est un geste physique qui force une pause, qui procure une sensation de fraîcheur. Et qui a un effet apaisant bien réel. Voilà. Le deuxième remède est plus spirituel, chercher refuge auprès de Dieu contre Satan. L'idée, dans cette perspective, c'est que la colère excessive est une porte ouverte au mauvais penchant. Prononcer une formule comme « je cherche refuge en Dieu contre Satan le maudit ». Ça casse le cycle. Ça agit comme une interruption du schéma de pensée. C'est comme forcer son cerveau à changer de voie de chemin de fer en prononçant une phrase qui casse le cycle de la rumination. C'est une bonne image. Le troisième remède est purement mécanique et assez génial. Changer de position physique. Si on est debout, il faut s'asseoir. Si on est déjà assis, il faut s'allonger. Ah oui, c'est presque une astuce de biohacking comportemental. Mais concrètement, dans une dispute de bureau ou un repas de famille tendu, ça ne risque pas de paraître un peu l'étrange, voire passif-agressif, de s'allonger soudainement par terre. C'est une excellente question. L'esprit de la recommandation n'est pas forcément de l'appliquer littéralement au milieu d'une réunion. L'idée fondamentale est de réduire sa capacité physique à l'agressivité. D'accord. Quand on est debout, on est en position de force. On peut gesticuler, frapper.
En s'asseyant et encore plus en s'allongeant, on adopte une posture de vulnérabilité. On se bride soi-même, le temps que la tempête passe. Donc dans un contexte social, ça peut juste vouloir dire s'adosser à sa chaise, s'avachir un peu. Plutôt que de se pencher en avant de manière agressive, exactement. Je vois. Adapter le principe. Et si rien de tout ça ne fonctionne? Alors, il reste deux options. La plus simple, quitter le lieu, s'extraire physiquement de la situation. Aller prendre l'air 5 minutes, La fuite salvatrice? une rupture spatiale qui brise le cycle, oui. Et enfin, un remède plus cognitif, se rappeler les exemples de patience. La source cite l'histoire du bédouin qui interpelle le prophète de manière très brusque en tirant si fort sur son manteau que la marque reste sur son cou. Et il exigeait de l'argent. Voilà. Et la réponse n'est ni l'énervement ni l'indignation, mais un sourire et un don. Se remémorer de tels récits au moment où la colère monte peut complètement changer notre perspective. Tous ces outils, qu'ils soient physiques, spirituels ou cognitifs, nous amènent à une idée plus profonde qui semble être le cœur du sujet. Gérer sa colère, ce n'est pas juste une technique de bien-être, c'est le fondement même du caractère. Il y a une phrase dans la conférence qui m'a beaucoup marqué. Quand la colère te submerge, tu n'es plus toi-même. C'est le point central. C'est l'idée que la colère est une sorte de possession. Elle nous dépossède de notre identité réelle, de notre moi rationnel, réfléchi, aligné avec nos valeurs. La personne qui crie, qui insulte, ce n'est pas la vraie personne. C'est une version déformée. C'est ça. Et l'individu sage le sait, donc il attend que cette version de lui-même se dissipe pour que son vrai moi, calme et lucide, reprenne les commandes avant d'agir. C'est une attente stratégique pour préserver son intégrité. Et c'est ce qui mène à cette règle d'or que mentionne la conférence, qui est un véritable défi. Oui, une règle qui, si elle était appliquée, changerait le monde. Agis avec les gens selon ton caractère, pas selon le leur. C'est un principe incroyablement puissant. Ça signifie refuser le jeu du miroir. Si quelqu'un est grossier, tu choisis de rester poli. S'il est agressif, tu choisis de rester calme. S'il est injuste, tu restes juste. C'est terriblement difficile. L'instinct de rendre l'appareil, de répondre à l'insulte par l'insulte, est si profondément ancré. C'est presque surhumain de ne pas se laisser rabaisser au niveau de l'offenseur. C'est le sommet de la maîtrise de soi. Au lieu de réagir de manière pavlovienne, on choisit d'agir en accord avec ses propres valeurs. On laisse l'autre avec son caractère et on garde le sien. C'est une discipline de fer. Et la source souligne que c'est un devoir, en particulier pour ceux qui aspirent à s'améliorer. Elle utilise une comparaison très juste. Une maladie physique, comme une migraine, ne nuit qu'à la personne qui l'a subie. Mais une maladie du caractère, l'avarice, l'arrogance et surtout la colère incontrôlée, elle est contagieuse. Ah oui, bien vu. Elle empoisonne l'entourage, la famille, les collègues, les amis. La traiter n'est donc pas un luxe égoïste, mais une responsabilité sociale. C'est une perspective qui change tout. Alors, si on essaie de synthétiser, on est parti d'un conseil en 2 mots, ne te mets pas en colère, et on a déplié tout un système. C'est ça. Ce n'est pas du tout une injonction simpliste à réprimer une émotion. C'est un double mouvement très sophistiqué. D'un côté, une boîte à outils pour gérer la crise, pour limiter les dégâts. Et de l'autre, une stratégie de long terme pour cultiver les vertus opposées. Pour empêcher le feu de prendre. C'est à la fois curatif et préventif. Exactement. C'est une approche holistique qui engage le corps, l'esprit et l'âme. Et pour conclure, j'aimerais proposer une pensée pour aller plus loin. Je t'écoute. La conférence se concentre beaucoup, et à juste titre, sur les conséquences négatives de la colère qu'il faut éviter. Les conflits, les pertes, les regrets. C'est la dimension de la protection, de ce qu'on préserve en ne détruisant pas. Une approche défensive en quelque sorte. Précisément. Mais si on retournait à la question, si on passait de la défense à l'attaque, au sens positif du terme, au-delà de simplement éviter le mal, quelles opportunités positives, créatives, constructives pourraient s'ouvrir dans une vie lorsque toute l'énergie autrefois gaspillée dans la colère est soudainement libérée? Toute cette énergie disponible pour autre chose. Voilà, on parle de l'énergie de construire, d'apprendre, d'aimer, d'innover. Que devient une personne quand ce feu intérieur, au lieu d'être une force de destruction, devient un carburant pour la réalisation de soi et le service aux autres?